Mon mari a voulu me tuer en maquillant tout ça en suicide, alors j'ai fait croire à ma propre mort et j'ai disparu. Je m'appelle Amber, et là tout de suite, je suis sur le parking d'un supermarché, à près de 500 km de l'enfer que j'ai fui, les yeux rivés sur un homme que je n'aurais jamais pensé recroiser. Je tremble tellement que mes clés m'échappent des mains. Elles tombent sur le bitume dans un fracas qui me paraît résonner bien trop fort. Tout est assourdissant. Mon cœur au bord de l'explosion, la circulation au loin, sa voix qui m'appelle. Amber, s'il te plaît, écoute-moi, je devrais fuir. C'est ce que tout mon être hurle, mais mes jambes restent figées. Je ne peux que le regarder, incapable de bouger. Marcus, mon mari, enfin, mon ex-mari. À vrai dire, je ne sais même plus quoi penser. Et ce qui me vient en tête, c'est surtout la dernière fois où je l'ai vu. Cette nuit-là où il m'a poussé au bord du balcon en me disant que tout serait bientôt fini. 3 ans ont passé. Comment tu m'as retrouvé? Ma voix n'est plus qu'un souffle. Il s'avance. Il a pris un coup de vieux. Des rides autour des yeux qu'il n'avait pas avant, les tempes grisonnantes. Ça m'a pris du temps, mais il fallait que je te retrouve. Les enfants j'interromps d'un geste, ne parle pas d'eux. Il te cherche, Emma te demande tous les jours. Tyler a dessiné un portrait de toi la semaine dernière et l'a accroché dans sa chambre. Entendre leur prénom, c'est un poignard en plein cœur. Emma a 8 ans, maintenant. Tyler, 6. Je suis parti quand Emma en avait 5 et Tyler 3. J'ai raté leurs anniversaires, les rentrées, les dents qui tombent, les histoires du soir. Je suis partie parce que je voulais rester vivante pour eux, parce que même si je n'étais pas là tout de suite, au moins je pourrais l'être un jour. Reprenons depuis le début. Il faut que je vous explique. Je sais ce que vous pensez. On ne simule pas sa mort. On n'abandonne pas ses enfants sans une raison grave, vraiment grave. Et vous avez raison. Marcus et moi, on s'est connus à la fac. Il avait un charisme fou. Il brillait. Il attirait tous les regards dès qu'il arrivait. Moi, j'étais en psycho. Lui préparait son MBA. 2 ans après les études, on s'est mariés. Et honnêtement, la vie était belle. Il m'emmenait dans des restos sympas, m'offrait des fleurs, me répétait sans cesse que j'étais la plus belle. Ses parents m'adoraient. Les miens le trouvaient parfait. Pour tout le monde, on était le couple rêvé. Et puis, Emma est née. Marcus a changé du jour au lendemain. Il est devenu autoritaire, voulait tout savoir. Où j'étais, avec qui, ce que je faisais de notre argent. Il a ouvert un compte commun et exigé que je ferme le mien. Parce que, selon lui, dans un couple, on partage tout. Au début, j'ai trouvé ça presque touchant. Je me disais qu'il voulait tout partager, qu'il était protecteur. J'ai mis ça sur le compte du stress de la nouveauté, de la paternité. J'ai trouvé des excuses, je me suis rassuré. Ma copine Jessica a été la première à s'inquiéter. On se connaissait depuis le lycée. Un jour, elle vient me voir alors qu'Emma avait 6 mois. Amber, Marcus fouille toujours dans ton téléphone comme ça. Elle m'a posé la question pendant qu'il lisait mes messages, alors que je faisais du café. Oh, il veut juste vérifier que je manque rien d'important. J'ai balbutié. Elle m'a fixé longtemps. C'est pas normal, tu sais. Mais je l'ai pas cru. J'étais épuisé, perdu dans mon rôle de mère, convaincu que Jessica exagérait. Quand Tyler est arrivé, Marcus m'avait déjà isolé de la quasi-totalité de mes amis, y compris elle. Il répétait qu'elle était toxique, qu'elle voulait nous séparer, qu'une vraie amie ne ferait pas ça. J'ai arrêté de répondre jusqu'à ce qu'elle lâche l'affaire. Ma famille vivait en Arizona, nous à Chicago, et à chaque fois qu'on parlait de les voir, Marcus trouvait une excuse. Trop loin, trop cher, les enfants trop petits, trop de boulot, il fallait faire attention aux dépenses. Quand ma mère a proposé de venir, il a dit que l'appart était trop petit et que ça me mettrait trop la pression. Avec le recul, je me rends compte qu'il a méthodiquement coupé les ponts, brisé chaque attache qui aurait pu m'aider. Mais sur le moment, comme tout arrivait par petites touches, tout paraissait banal. Jusqu'au jour où la violence a commencé, mine de rien. Une poigne trop forte, une bousculade en pleine dispute, puis l'escalade. Une claque, un coup contre le mur. À chaque fois, il s'excusait après, promettait que ça n'arriverait plus, que c'était le stress ou ma faute ou peu importe. Le vrai premier dérapage, c'était pour le premier anniversaire de Tyler. J'avais tout préparé, juste nous et 2 voisins avec leurs enfants. Marcus est rentré furieux. « Qu'est-ce que tous ces gens font chez moi ? C'est l'anniversaire de Tyler », j'ai répondu. « Je te l'ai dit la semaine dernière. » Non, jamais. En vérité, si, 3 fois même. Mais le contredire n'aurait servi à rien, alors j'ai laissé tomber. Je me suis excusé, demandé pardon, promis de faire vite. Il s'est braqué encore plus. Quand tout le monde est parti et que les enfants dormaient, il m'a coincé dans la cuisine. « Tu m'as humilié », il m'a lancé. « Tu me fais passer pour un mauvais père. Je suis désolé », j'ai soufflé. « J'aurais dû te le rappeler ce matin. Tu aurais dû tout annuler », a-t-il ajouté. Puis il m'a giflé de toutes ses forces. J'ai eu la bouche en sang, sonné, incapable de réagir. Jamais il n'avait frappé, vraiment frappé, avant, tenu, repoussé. Oui, mais jamais ça. « Regarde ce que tu me fais faire », il a dit en quittant la pièce. J'aurais dû partir sur le champ. Mais partir où? Avec 2 enfants, sans argent. Marcus contrôlait tout de notre budget. Il m'avait convaincu de rester à la maison, prétextant que c'était mieux pour les enfants, qu'ils avaient besoin de leur mère. Alors je suis resté. Et la situation n'a fait qu'empirer. Il s'est mis à dire à tout le monde que j'étais instable, que la maternité me pesait, que j'étais déprimé. Il en parlait à table devant la famille, toujours l'air inquiet, comme s'il s'en faisait pour moi. « Amber traverse une mauvaise passe », confiait-il.
J'essaie d'être là, mais ce n'est pas simple. Il plantait le décor du mari exemplaire, accablé par une femme compliquée. Pendant tout ce temps, la violence continuait à la maison. Un jour, il m'a poussé dans l'escalier. Aux urgences, il a prétexté que j'avais trébuché avec le linge sale et on l'a cru. J'avais des bleus partout sur les bras, les marques de ses doigts, mais personne n'a rien demandé. J'ai alors commencé à préparer ma fuite, en secret. J'ai ouvert un autre compte en banque et j'y transférais, petit à petit, de toutes petites sommes. 20 $ ici, 50 là, rien de trop flagrant. J'ai contacté une association d'aide pour les femmes victimes de violences conjugales. Ils m'ont donné des ressources et m'ont conseillé de préparer un sac en cas de départ précipité. J'y ai mis l'essentiel pour moi et les enfants. Quelques vêtements, des papiers importants, quelques jouets. J'ai caché le sac tout au fond du placard, sous de vieux manteaux d'hiver jamais portés. J'étais méticuleuse, vraiment prudente, mais pas encore assez. Une nuit, il y a un peu plus de 3 ans, Marcus est rentré tard. L'odeur d'alcool se sentait à des mètres. Il était à cran. Il faisait les 100 pas dans le salon pendant que j'essayais de coucher les enfants. « Il faut qu'on parle », a-t-il lancé. J'ai répondu qu'on verrait ça après avoir mis Emma et Tyler au lit, mais il m'a attrapé par le bras et m'a traîné sur le balcon de notre appartement, au 8e étage. « Je sais ce que tu manigances », a-t-il balancé. J'ai senti le sang se glacer dans mes veines. « Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Le compte, le sac caché dans ton placard. Tu croyais vraiment que je n'allais pas m'en rendre compte? Il avait fouillé partout, mes affaires, mon placard, mes mails. Ça devait durer depuis des semaines. Il m'a plaqué contre la rambarde. Le métal me rentrait dans le dos. En bas, le parking semblait terriblement loin. « Tu ne partiras pas sans moi », a-t-il craché. « Tu ne prendras pas mes enfants. » À ce moment-là, j'ai compris ce qu'il voulait faire. Me pousser et faire croire à un suicide. Depuis un moment, il avait pris soin de raconter autour de lui que j'étais déprimée, instable, que je n'étais plus la même. Il me préparait le terrain. « Marcus, je t'en prie », ai-je supplié. « Pense à Emma et Tyler. »« J'y pense », a-t-il répliqué. « Il mérite mieux qu'une mère qui les laisse tomber. » Il avait déjà tout prévu. Dans sa tête, j'étais parti. Si je mourais, ce serait forcément de ma faute. Il m'a serré encore plus fort contre la rambarde. J'ai senti mon corps basculer vers l'arrière. L'air glacial de la nuit sur mon visage, les étoiles que j'ai observées, en me disant que c'était peut-être les dernières de ma vie. Mais soudain, Emma a appelé depuis l'intérieur. « Maman ?» Marcus s'est figé. Juste une seconde, il a desserré son emprise. C'est tout ce qu'il me fallait. Je l'ai repoussé de toutes mes forces et ai couru à l'intérieur. J'ai attrapé Emma, je lui ai dit d'aller chercher Tyler, et ensemble, on s'est enfermés dans la chambre des enfants. J'ai composé le 17, mais lorsque les policiers sont arrivés, Marcus avait déjà retrouvé son calme. Il leur a raconté que je faisais une crise, que mon comportement l'inquiétait, que j'avais envisagé de me faire du mal, qu'il essayait simplement d'apaiser la situation. Il était charmant, parfaitement à son avantage, tellement convaincant qu'ils l'ont cru. On m'a regardé avec commisération, on m'a conseillé de consulter, de chercher de l'aide, mais il n'a pas été inquiété, même pas interrogé véritablement. Un policier m'a pris à part avant de partir. « Madame, si vous pensez à faire une bêtise, il y a des solutions, vous n'êtes pas seule. » J'ai essayé de lui raconter la vérité, mais à son regard, j'ai compris qu'il ne me croyait pas. À ses yeux, c'est moi qui perdais pied. Marcus, lui, restait posé, inquiet. Une fois parti, il est allé s'enfermer dans la chambre sans même me regarder. Cette nuit-là, je suis resté éveillé sur le canapé avec Emma et Tyler, consciente que la police ne ferait rien pour nous, que si je suivais les procédures habituelles, Marcus s'en sortirait. Il avait de l'argent, des avocats, des relations, et il avait déjà commencé à tout retourner contre moi. C'est là que j'ai compris que la seule solution, c'était de disparaître. Impossible de passer par la justice. Il retournerait tout contre moi. Il obtiendrait sûrement la garde des enfants. Et alors je n'aurais plus aucun pouvoir pour nous protéger. Ni eux, ni moi. Si je n'avais que des droits de visite surveillés, il pourrait faire ce qu'il veut. Je savais que je ne survivrais pas dans cette situation, je le sentais. J'ai alors pris une décision radicale. J'avais une amie de fac, Rachel, avec qui j'avais renoué contact sur Internet quelques mois auparavant. Elle avait vécu une histoire semblable avec son ex-mari. Elle avait réussi à s'en sortir en simulant un accident de randonnée et était repartie à zéro dans un autre état. Je l'ai contactée via une application sécurisée dont Marcus ignorait l'existence. « J'ai besoin d'aide », ai-je envoyé. C'est vraiment sérieux. Elle m'a rappelé le lendemain sur un numéro prépayé, profitant d'un moment où Marcus était au travail. « Raconte-moi tout », m'a-t-elle demandé. Alors j'ai tout déballé, le balcon, la police qui m'ignore, l'étau qui se resserre. « Je peux t'aider », a-t-elle promis. « Mais il faut que tu comprennes ce que ça va impliquer. Il faudra quitter Emma et Tyler, couper tout contact. Il se passera peut-être des années avant que tu puisses les revoir. »« Je sais », ai-je répondu. « Mais si je reste, je n'y survivrai pas. Et là, ils n'auront plus de mère du tout. On a organisé le plan sur 2 semaines. » Rachel était organisée, précise. Elle avait déjà aidé des femmes dans ma situation. Elle avait des contacts, savait comment s'y prendre. « Le plus dur, c'est que tout soit crédible », m'a-t-elle dit. « Il faut que tout soit cohérent, qu'il n'y ait pas le moindre doute. » Elle m'a aidé à tout mettre en place, la destination, le trajet, une nouvelle identité. Le pire, ça a été les vidéos. Je les ai filmées sur le téléphone de Rachel, une pour Emma, une pour Tyler.
une pour les deux. Dans la vidéo destinée à Emma, je lui expliquais à quel point j'étais fier d'elle, combien elle était brillante, gentille, courageuse. Je m'excusais de la laisser, murmurant en larmes « Maman t'aime très fort. Et un jour, quand tu seras grande, j'espère que tu comprendras pourquoi j'ai dû faire ça. J'espère que tu pourras me pardonner. » Celle pour Tyler était plus courte. Il n'avait que 3 ans. Je ne savais pas vraiment ce qu'il comprendrait, mais je lui ai dit que je l'aimais, que je l'aimerais toujours et que ce n'était pas de sa faute. Dans la vidéo destinée à eux deux, j'ai essayé de garder les choses simples. Maman doit partir quelque temps pour protéger tout le monde, mais je penserai toujours à vous. Je ne cesserai jamais de vous aimer. Et un jour, je vous le promets, on sera réunis. Enregistrer ces vidéos m'a littéralement brisé. J'ai failli tout abandonner et tenter ma chance au tribunal. Mais le souvenir de cette nuit sur le balcon, le danger palpable, la façon dont Marcus m'avait fixé, froid, décidé, m'a ramené à la réalité. Il fallait que j'aille jusqu'au bout. J'ai prétexté auprès de Marcus un week-end seul pour souffler un peu. Contre toute attente, il a accepté, sans broncher. Je crois qu'il y voyait son intérêt. Ça lui donnait l'image d'un mari à l'écoute, prêt à laisser de l'espace à sa femme, fragile. « Prends ton temps », a-t-il dit. « Je m'occupe des enfants. » Ce vendredi matin-là, j'ai embrassé Emma et Tyler plus longtemps qu'à l'accoutumée. Tyler s'est dégagé aussitôt pour retourner à ses jeux, mais Emma s'est accrochée à moi un instant. « Tu vas où, maman ?» a-t-elle demandé. « Juste un petit voyage », ai-je répondu. « Je reviens vite. » C'était un mensonge. Je ne savais pas comment leur dire au revoir autrement. J'ai pris la route jusqu'au parc naturel de Devil's Canyon, à 2 heures de là environ, direction le nord, un endroit que je connaissais pour y être déjà venu quelques années plus tôt. Des chemins de randonnée, des falaises abruptes, un site réputé dangereux. J'ai laissé la voiture près d'un sentier, posé mon téléphone sur le siège avant, ma veste sur le passager, mon portefeuille dans la boîte à gants. J'ai aussi laissé une lettre, sans doute la chose la plus difficile qu'il m'ait jamais été donné d'écrire. Je l'ai voulu volontairement floue et évocatrice. J'y parlais de ma lassitude, de mon sentiment d'impasse, de l'idée que tout le monde s'en porterait sans doute mieux sans moi. J'ai fait en sorte que l'écriture soit maladroite, hésitante, comme si j'avais pleuré en écrivant. Ensuite, j'ai grimpé jusqu'à Overlook Point, une falaise vertigineuse qui domine la rivière, 60 mètres plus bas. Là, j'ai retiré mon alliance. Je l'ai posée sur un rocher près du bord, ainsi qu'une écharpe offerte par Marcus à Noël. Cette idée venait de Rachel. « Il faut que tu laisses quelque chose de personnel », m'avait-elle suggéré. « Que l'on voit que tu es resté là à réfléchir. » J'ai emprunté ensuite un petit sentier non balisé, caché au milieu de la végétation, pour descendre l'autre versant. Rachel m'attendait sur un parking à 3 km de là. À peine monté dans sa voiture, j'ai craqué, tout est sorti d'un coup. Elle m'a laissé pleurer en silence, puis m'a tendu une bouteille d'eau et des affaires propres. « Il faut y aller », a-t-elle dit doucement. « On aura tout le temps de faire le point plus tard, mais pour l'instant il faut mettre de la distance. » Elle m'a conduite à Millfield, dans le Montana, une petite ville perdue de 3000 habitants, où l'on ne se mêle pas des affaires des autres et où personne ne pose trop de questions. Tout était déjà prévu. Une chambre à louer chez Dorothy, une septuagénaire, ainsi qu'un petit boulot dans un restaurant du coin, le Rosie's, où l'on acceptait de me payer discrètement le temps d'avoir les bons papiers. « Voici Claire Anderson », a annoncé Rachel à Dorothy en me présentant sous ce nouveau nom. Elle veut repartir de zéro. Dorothy, au visage marqué mais au regard doux, s'est contentée de me dire « C'est le cas de tout le monde. Allez, la chambre est en haut, la salle de bain au bout du couloir et le loyer se paie le 1er du mois. Pas une question sur moi, sur mon passé ou sur la raison de ma présence. Les premières semaines ont été d'une dureté inouïe. Je travaillais autant que possible au restaurant pour m'occuper, éviter de penser, me détourner des infos. Mais ça n'a pas tenu, j'ai fini par craquer. Je suis allé à la bibliothèque, j'ai cherché sur un ordinateur « Disparition inquiétante. Une femme présumée morte à Devil's Canyon », titrait l'article. Ma voiture retrouvée, la lettre et mes affaires découvertes, les secours qui fouillaient la rivière sans rien trouver, on supposait que les courants m'avaient emporté bien plus loin. Marcus avait donné une interview. Sur la photo, il tenait Emma et Tyler dans ses bras, effondrés. « Amber allait mal, disait-il. J'ai essayé de l'aider et j'aurais voulu faire plus. » Il avait même lancé une cagnotte GoFundMe pour la sensibilisation à la santé mentale, avec déjà 30 000 $ récoltés. J'ai refermé la page, sonné, et je suis rentré chez Dorothy, l'esprit en vrac. Cette nuit-là, j'ai pleuré à en étouffer. Pour Emma, pour Tyler, pour la vie que j'avais laissée derrière moi, pour cette décision aussi terrible que nécessaire, en me demandant si, au fond, j'avais bien fait. Les mois suivants ont flotté, étrange. J'existais sans vraiment vivre. Chaque jour, la même routine. Lever, travail, retour, sommeil, et on recommence. Dorothy ne m'a jamais interrogé, mais elle avait 1000 petites attentions. Parfois, elle me laissait une tasse de thé devant la porte. D'autres fois, elle me proposait de regarder les jeux télévisés avec elle le soir. J'acceptais toujours. Mieux valait ça que de sombrer seul à ressasser mes enfants. Rachel m'appelait tous les 15 jours depuis un numéro différent. Toujours des téléphones jetables, jamais longtemps. Juste de quoi vérifier que je tenais le coup. « Tu manges ?» demandait-elle. « Oui. Tu dors ? Pas vraiment. Ça vient avec le temps, tu verras. Là, ça te paraît impossible, mais je te jure que ça passera. » 6 mois après ma disparition, un coup de fil de Rachel, j'ai trouvé le moyen de faire parvenir les vidéos aux enfants, m'a-t-elle annoncé. Je sais que tu voulais attendre,
mais je trouvais important que tu sois au courant. Comment ? Ai-je murmuré. Un contact peut les donner anonymement à la conseillère scolaire d'Emma. Elle pourrait les remettre à Emma et Tyler dans un cadre sécurisé. J'ai tourné ça dans ma tête des jours durant. La vérité les aiderait-elle ou empirerait-elle leur peine ? J'ai fini par choisir d'attendre. Ils étaient trop jeunes. Tyler n'aurait pas compris et Emma n'avait que 5 ans. Comment expliquer à une petite fille que sa maman a dû faire semblant de mourir ? Garde-les pour l'instant, ai-je dit à Rachel. On saura quand ce sera le bon moment. Les années ont filé, d'abord 1, puis 2, et j'ai fini par me tisser une existence à Millfield. J'ai eu une promotion, je suis devenu responsable au restaurant. Les clients habitués sont devenus des amis et j'ai commencé à donner de mon temps au refuge animalier du coin, les jours où je ne travaillais pas. Dorothy et moi, on s'est rapprochés. Elle m'a confié des bribes de sa vie, son mari disparu, sa fille perdue à Seattle qui ne l'appelait presque jamais. On fuit toutes quelque chose, Claire, m'a-t-elle glissé un soir. L'essentiel, c'est de savoir après quoi on court. J'envoyais de l'argent quand je le pouvais. Rachel avait mis en place un fonds pour Emma et Tyler, impossible à relier à moi. Quelques centaines de dollars chaque mois, ce n'était pas beaucoup, mais ça aidait un peu. Pour leur anniversaire, j'écrivais des lettres que je n'ai jamais pu leur envoyer. Je leur racontais mon quotidien, la ville où je logeais, combien il me manquait, tout l'amour que j'avais pour eux. Ces lettres, je les cachais dans une boîte sous le lit, en me disant qu'un jour, peut-être, je les leur remettrais. Ou pas. Mais les écrire, ça m'aidait à garder le contact, d'une manière ou d'une autre, avec Emma et Tyler. Ils occupaient toutes mes pensées. Je me demandais à quoi ils ressemblaient, désormais. Si Emma dessinait encore, si Tyler se battait toujours pour porter son t-shirt dinosaure 3 jours de suite. Je jetais un œil aux infos, de temps en temps. Marcus s'était imposé comme une figure publique. Il avait fait de ma mort son nouveau combat, enchaînant conférences sur la santé mentale, passages dans des podcasts, et même une tribune dans un grand journal. À chaque apparition de son visage, j'avais la nausée. Il utilisait ma souffrance pour se faire mousser, bâtissait sa notoriété sur ce qu'il m'avait fait vivre. Mais je n'y pouvais rien. J'étais morte, et je devais le rester, si je voulais continuer à vivre. 3 ans après ma disparition, alors que je servais au restaurant à midi, un homme est entré, s'est installé au comptoir, et a commandé un café avec une part de tarte. Quelque chose chez lui m'a tout de suite mise mal à l'aise. Sa façon de me regarder, de laisser traîner son regard sur moi pendant que je travaillais en salle. « Vous me rappelez quelqu'un ?» a-t-il lancé quand je suis venu encaisser. « J'ai juste un visage quelconque », ai-je répondu, le cœur affolé. Il a laissé un gros pourboire et une carte de visite. « Si jamais un souvenir vous revient, appelez-moi. » Après son départ, j'ai lu la carte. James Chen, détective privé. Mes mains se sont mises à trembler. Le soir même, depuis une cabine téléphonique près d'une station-service, j'ai appelé Rachel. « Quelqu'un est au courant », lui ai-je soufflé. Un détective est venu au restaurant. « Il a dit qui l'avait envoyé ?» a demandé Rachel. « Non, mais qui cela pourrait-il être, franchement ?»« Ok, ne panique pas. Tu lui as parlé ? À peine. Il a juste dit que je lui faisais penser à quelqu'un. Il tente sa chance, sans doute. Ce genre de phrase, il doit la ressortir à tout le monde. Mais restons prudentes. Tu peux te faire oublier un temps ? Comment tu veux que je fasse ? Je dois travailler. Fais-toi porter malade quelques jours. Évite tout endroit où ta présence n'est pas indispensable. Je vais creuser de mon côté. Les 3 jours qui ont suivi, je ne quittais presque pas ma chambre. Dorothy s'est inquiétée, m'a apporté une soupe. « Ça va, ma chérie ?» a-t-elle murmuré. « J'ai juste un coup de fatigue. » ai-je menti. Au bout du 4e jour, Rachel m'a rappelé « C'est Marcus. Il a engagé des enquêteurs il y a 6 mois. Ils passent au crible toutes les femmes qui te ressemblent dans 5 états différents. C'est qu'est-ce que je fais maintenant ? Tu pourrais tout plaquer encore une fois, a-t-elle suggéré. Ou alors affronter la réalité. Ça fait 3 ans maintenant. Tu as des preuves, il y a mon témoignage et ces vidéos. Il est peut-être temps de revenir. Impossible, ai-je répondu. Il va me détruire. Il va me prendre les enfants. Il va quoi ? Te tuer ? Marcus est devenu quelqu'un de visible, Amber. Il ne prendra jamais ce risque. Et puis tu n'es plus seul. Tu m'as moi, tu as les preuves. Mais j'en étais incapable, pas encore. J'ai dit à Rachel que j'avais besoin d'y réfléchir. Elle a compris. Le lendemain, j'ai repris le chemin du travail, tout en restant très discrète, évitant de croiser le regard des clients. 2 jours plus tard, le détective est revenu. Cette fois, il était muni d'une photo. « Vous connaissez cette femme ?» m'a-t-il demandé en me montrant une vieille photo de moi, prise 5 ans plus tôt. « Non », ai-je répondu calmement. « Je ne crois pas. Elle s'appelait Amber Mitchell », a-t-il ajouté, scrutant ma réaction. « Elle est morte il y a 3 ans. Enfin, c'est ce que tout le monde pense. » J'ai gardé la face impassible. « Je suis désolé, je ne la connais pas. » Il a repris. « Vous savez, j'ai 20 ans de métier et je reconnais les gens, même après les changements de style, de coupe de cheveux, de poids. » Il a tapoté la photo. « Pour moi, c'est vous. Je pense que vous êtes Amber Mitchell. » Mon cœur s'est emballé, j'ai cru vaciller. « Vous faites erreur !» ai-je rétorqué. « Je crois que vous me confondez. Peut-être, ou pas. Voilà où nous en sommes, Madame Anderson. Ou plutôt Madame Mitchell. Votre mari veut vous retrouver. Il affirme vouloir simplement tourner la page, connaître la vérité sur ce qui s'est passé. Je ne suis pas celle que vous cherchez, ai-je répondu sèchement. J'aimerais que vous partiez maintenant. Il s'est levé. Très bien, mais il ne lâchera pas. Il veut absolument savoir. Ce serait sûrement plus simple si vous preniez contact avec lui directement. Lorsqu'il est parti, j'ai quitté le boulot plus tôt, prétextant un malaise. De retour chez moi, j'ai commencé à préparer mes affaires. Mais où partir ?
Combien de fois pourrais-je recommencer à fuir? J'étais assise sur mon lit au milieu de mes pauvres effets quand Dorothy a frappé. « Claire, je peux entrer ?» J'ai ouvert. Elle s'est assise près de moi, m'a jeté un regard doux. « Dis-moi ce qui se passe. » Sans trop savoir pourquoi, j'ai tout déballé. Mon vrai prénom, Marcus, la violence, le balcon, ma fuite. Elle m'a tout simplement écouté, en silence. Quand j'ai eu terminé, elle a réfléchi longuement avant de dire « Moi aussi j'ai connu un homme comme ça. C'était dans les années 50, à une époque où on n'avait aucun choix, nous, les femmes. Pas de foyer d'accueil, pas de numéro d'urgence, pas vraiment de loi qui comptait. Et qu'est-ce qu'il est devenu ?» ai-je demandé. « Il est mort », a-t-elle simplement répondu. Crise cardiaque. Je n'allais pas prétendre être bouleversée. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de mauvais? Non, ai-je répondu. Ça fait juste de toi quelqu'un de normal. C'est bien ce que je pense, ajoute Dorothy. Tu peux continuer à fuir, passer ta vie à te retourner, ou tu peux affronter la situation. Tu n'es plus la femme d'il y a 3 ans. Maintenant, tu es plus forte. Et il y a des gens qui te croient. Mais si tu restes cachée, les enfants grandiront sans leur mère, a-t-elle poursuivi. C'est ça que tu veux vraiment? La vérité, c'est que je ne savais même pas ce que je voulais. J'étais épuisée d'avoir peur, fatiguée de me cacher, de vivre à moitié. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. J'en avais assez de fuir. Le lendemain, j'ai fait comme toujours, pris la route du supermarché, les courses du samedi matin, la routine qui rythmait ma vie depuis 3 ans, et c'est là que je l'ai vu. Marcus m'attendait sur le parking, appuyé contre ma voiture. Retour à la case départ. Comment tu as fait pour me retrouver? Ai-je lancé, tentant de donner à ma voix une assurance que je n'avais pas. C'est l'enquêteur qui t'a retrouvé, a-t-il répondu. Ce n'était pas simple. Tu avais bien effacé toutes tes traces. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu rentres. J'ai changé, Amber. Je me suis fait aider. J'ai suivi une thérapie. J'ai travaillé sur moi. Les enfants ont besoin de toi. J'ai failli éclater de rire. Tu as quand même failli me tuer, Marcus. Tu étais prêt à me jeter du balcon. J'allais mal, a-t-il soufflé, avec cette voix douce qu'il utilisait toujours pour manipuler son monde. J'étais perdu, mais ça fait 3 ans que je me soigne. Je ne suis plus le même. Je n'y crois pas une seconde. Son visage s'est brusquement fermé, presque imperceptiblement, mais assez pour me rappeler qui il est vraiment, au fond. Dans ce cas, écoute-moi bien, a-t-il répliqué. Si tu refuses de rentrer, je balance tout. Je raconte à tout le monde que tu es vivante, que tu as simulé ta mort, que tu as abandonné tes enfants. Tu finiras en prison pour fraude, fausse déclaration, abandon d'enfants. Et moi, j'aurai la garde d'Emma et Tyler. Voilà le vrai Marcus. Celui qui a toujours voulu tout contrôler, qui ne recule devant rien, menace, fait peur pour obtenir ce qu'il veut. Tu ne pourras pas prouver que je suis vivante, ai-je répondu, même si je savais que c'était faible. Il a sorti son téléphone, l'a montré devant lui, une vidéo était là, il avait tout filmé. Trop tard, a-t-il lâché avec un petit sourire. Mon cœur s'est emballé. Il me fallait du temps, réfléchir à un plan. Je devais parler à Rachel. Il me faut du temps, ai-je demandé. Tu ne débarques pas après 3 ans pour exiger une réponse immédiate. Tu as 24 heures, a-t-il dit. Demain midi, au café de la rue principale. Si tu n'es pas là, j'irai chez les flics. Et Amber, inutile de tenter encore de te cacher. Tu es sous surveillance maintenant. Tu n'iras pas loin. Il s'est éloigné, me laissant seul au milieu du parking, le cœur battant si fort qu'il menaçait d'exploser. Je suis montée en voiture, les mains tremblantes au point de rater le contact. J'ai pris la route, mais pas chez Dorothy, ni dans les endroits où Marcus pourrait penser à me chercher. J'ai filé jusqu'à un motel à la sortie de la ville, payé en liquide, puis j'ai appelé Rachel depuis le téléphone de la chambre. Il m'a retrouvé, ai-je dit dès qu'elle a décroché. Je sais, elle a répondu. J'ai essayé de te prévenir. Ils m'ont filé, Amber. Je suis désolé. J'ai fait de mon mieux pour les semer, mais ils étaient trop forts. À mon avis, ils me suivaient déjà depuis un moment. Il veut que je rentre, ai-je poursuivi. Il menace de tout balancer si je ne cède pas. Qu'est-ce que tu comptes faire? J'ai repensé à Emma, à Tyler, à ses 3 ans d'anniversaires et de Noël manqués, aux vidéos tournées pour eux, à toutes ces lettres écrites sans jamais oser les envoyer, à cette vie que j'avais bâtie ici, simple, discrète, sûre, une vie sans peur, sans devoir sans cesse regarder par-dessus mon épaule. Mais ce n'est pas vraiment la vraie vie, pas vrai? C'est une vie au rabais, une vie d'ombre. Je n'en sais rien, ai-je avoué. Je ne peux pas retourner auprès de lui. Mais perdre Emma et Tyler, c'était impensable. Il existe peut-être une autre issue, a soufflé Rachel. C'est risqué, mais écoute-moi, je t'écoute. On pourrait peut-être le devancer, a-t-elle proposé. L'idée a fait son chemin aussitôt dans ma tête. Tu veux dire quoi par là? Réfléchis, a-t-elle enchaîné. Ça fait 3 ans qu'il joue le veuf éploré, qu'il a monté une fondation à ton nom, qu'il est devenu une figure publique. Toute son image repose sur ta mort présumée. Et si on révélait que tu es vivante, en expliquant pourquoi tu as disparu, personne ne me croira, ai-je protesté. Il a des avocats, de l'argent, une réputation. Moi, je n'ai que l'étiquette de la femme qui a simulé sa mort et abandonné ses gosses. Mais tu as des preuves, a rétorqué Rachel. Les vidéos pour Emma et Tyler, les documents de la ligne d'aide aux victimes de violences, tout ce que j'ai gardé, même les dossiers médicaux de ton passage aux urgences. Et surtout, il t'a retrouvé et menacé au lieu d'aller voir la police. Pose-toi la question. Quel mari endeuillé,
en retrouvant sa femme vivante, choisirait de la faire chanter plutôt que de se réjouir. Pourquoi l'intimider? Elle avait raison, c'était un vrai argument. Si je rends tout public, j'aurai sûrement des ennuis pour avoir simulé ma mort, ai-je murmuré. Peut-être, a concédé Rachel. Probablement, mais au moins, tu existeras vraiment. Tu pourras donner ta version des faits. Et Emma et Tyler sauront qu'ils n'ont pas été abandonnés par leur mère. Le reste de la nuit, je l'ai passé à tourner en rond dans la chambre du motel. Impossible de fermer l'œil. J'ai allumé la télé, l'ai laissé tourner sans vraiment l'écouter, me suis glissé sous la douche et j'y suis resté longtemps, jusqu'à ce que l'eau devienne glaciale. Quand, enfin, le jour s'est levé, j'avais pris ma décision. Il n'y aurait pas de rendez-vous avec Marcus au café, je ne jouerais plus son jeu. À la place, j'allais raconter mon histoire. J'ai commencé à passer des coups de fil, le premier à la journaliste Jennifer Martinez. Elle travaille pour une grande chaîne d'infos et cela fait des années que je suis ses reportages sur les violences conjugales. Quand je lui ai annoncé mon nom, elle est restée un instant interdite. Amber Mitchell, la femme disparue à Devil's Canyon il y a 3 ans? Oui, ai-je répondu. Je suis vivante et vous allez avoir envie d'écouter ce que j'ai à dire. Elle était méfiante au début, pensant à une mauvaise blague, mais elle a accepté une rencontre. Nous nous sommes retrouvés dans un petit restaurant, à 2 villes d'ici. J'avais tout apporté. Les vidéos pour Emma et Tyler, les copies des documents de la ligne d'aide, tout ce que Rachel avait pu conserver. J'ai transmis à Rachel les messages menaçants que Marcus m'avait envoyés juste avant que je parte, ainsi que les relevés bancaires prouvant qu'il avait la main mise sur tous nos comptes. J'avais aussi gardé les dossiers de mon passage aux urgences, ce soir où il m'a poussé dans l'escalier, alors que j'avais prétendu être simplement tombé et les radios de mon poignet cassés. Je raconte tout à Jennifer, la montée de la violence, cette nuit où j'ai cru basculer sur le balcon, le sentiment d'abandon face à la police et la conviction de devoir tout effacer derrière moi. Jennifer note consciencieusement, me questionne, ne perd rien de mes explications. Lorsque j'ai terminé, elle s'appuie contre le dossier de sa chaise et plonge son regard dans le mien, indéchiffrable. Ça va faire l'effet d'une bombe, finit-elle par dire. Tu en as pleinement conscience? Ta vie ne sera plus jamais la même. Je réponds simplement, elle ne l'est déjà plus. Au moins, cette fois, mes enfants sauront enfin la vérité. Jennifer insiste. Et sur le plan judiciaire? Tu as menti dans ta déposition, tu es parti en laissant tes enfants derrière toi. Il pourrait y avoir des suites. J'y suis prête, affirmai-je. Du moment qu'Emma et Tyler comprennent que je ne les ai pas abandonnés par manque d'amour, qu'ils sachent ce qu'il en est de leur père. Jennifer me met en garde. N'oublie pas qui est Marcus. Il va se défendre. Il a un réseau, une réputation. Il dira que tu inventes tout, que tu es instable, que tu fais une dépression. Je réplique, étonnamment sereine. Qu'il essaie. J'ai de quoi le prouver. Jennifer me demande alors s'il existe d'autres éléments qui pourraient appuyer mes dires. Oui, il y a une dernière preuve. Je sors le vieux téléphone acheté la veille et lance la vidéo tournée par Marcus sur le parking. On l'entend clairement me menacer, me donner 24 heures pour revenir. Sinon, avertit-il, il ira parler à la police. Il affirme même avoir des gens qui me surveillent. Les yeux de Jennifer s'ouvrent grands. Il s'est filmé en train de te menacer. J'explique. Il pensait pouvoir manipuler la vidéo, la sortir de son contexte, mais je l'ai enregistrée telle quelle, en plaçant mon téléphone dans ma poche. Tout y est. Jennifer se rapproche de moi, troublée. Amber, c'est énorme. Ça change la donne. Ce n'est pas seulement un mari violent. Il a bâti toute une carrière sur un mensonge. Il a recueilli des dons, donné des conférences, signé des articles, tout cela en exploitant ta soi-disant mort. Et maintenant, il tente de te faire taire par le chantage. Vous pouvez sortir toute l'histoire? Demandai-je. Je peux, acquiesce-t-elle. Mais je veux que tu comprennes bien ce que ça implique. Si cela sort dans la presse, on ne pourra pas revenir en arrière. Tu seras exposé, jugé. Certains te soutiendront, d'autres te condamneront. Marcus contre-attaquera. Ce sera très éprouvant. Je le sais, dis-je calmement. Jennifer poursuit, et il y aura sûrement des répercussions juridiques pour toi. J'ai conscience de tout cela. Très bien, conclut-elle. Alors, allons-y, mais faisons-le sérieusement. Il faut tout vérifier. Interroger Rachel, rassembler les documents de l'association, contacter l'hôpital où tu as été soigné, juste pour que tout soit irréprochable. Elle passe donc les 2 jours suivants à creuser. Elle interroge Rachel, qui lui raconte en détail tout ce qu'elle a entrepris pour me tirer de là. Elle contacte le numéro d'assistance, obtient la confirmation que je les avais sollicités à plusieurs reprises avant ma fuite. Elle retrouve mes dossiers médicaux du service des urgences. Plus forte encore, elle parvient à retrouver d'autres femmes du passé de Marcus. D'abord Lisa, son ex-petite amie de la fac, dont le récit rappelle douloureusement le mien. Marcus était possessif, jaloux. Il l'a poussée lors d'une dispute. Elle est partie, mais il ne l'a pas lâchée, la harcelant des mois durant. Puis Kayla, une collègue qu'il a eue 5 ans plus tôt, se souvient qu'il la mettait mal à l'aise, toujours trop proche, un geste déplacé par-ci, par-là. Lors d'une soirée d'entreprise, il l'a coincée dans un couloir et a tenté de l'embrasser. Elle a tout de suite alerté les RH, mais Marcus a tout nié, inversant les rôles, l'accusant de mentir parce qu'il avait rejeté ses avances. Les ressources humaines l'ont cru lui, le collaborateur modèle, et Kayla, impuissante, a préféré démissionner. Un schéma se dessine clairement. Marcus n'est pas seulement violent,
c'est un prédateur qui excelle à manipuler son entourage comme les institutions. Jennifer rassemble tout ce qu'il faut et monte un dossier en béton. Avant la publication, elle me laisse le choix de faire machine arrière. Si tu me donnes ton accord, tu ne pourras plus revenir en arrière. Je hoche la tête. Je suis prête. Le reportage passe un jeudi soir, à 1 heure de grande écoute. Le titre s'affiche « Une mère disparue confesse avoir simulé sa mort pour fuir les violences de son mari, aujourd'hui à la tête d'une fondation portant son nom ». Jennifer donne de la place à toute l'histoire, montre des extraits de mon témoignage, diffuse la vidéo où Marcus me menace, interview Rachel, Lisa et Kayla, passe au crible toutes les preuves. En moins d'1 heure, le reportage fait l'effet d'une déflagration sur Internet. Les gens s'emparent de mon histoire, partagent leurs propres expériences, certains témoignent leur compréhension, voient en Marcus le vrai coupable. D'autres m'épinglent, me reprochent d'avoir fui, d'avoir trahi mes enfants, d'avoir choisi une solution extrême au lieu de demander de l'aide. Marcus réagit sans tarder, publie un communiqué larmoyant dans lequel il nie tout en bloc, plaide ma folie, affirme être dévasté d'apprendre que je suis en vie mais choqué que je l'accuse faussement. J'ai passé 3 ans à faire le deuil de ma femme, à aider mes enfants à surmonter cette épreuve. Aujourd'hui, je découvre qu'elle est vivante et porte contre moi de lourdes accusations, signes évidents de graves problèmes psychologiques. J'espère qu'elle trouvera l'aide dont elle a tant besoin. Mais cette défense ne tient pas. L'enregistrement diffusé par Jennifer est sans appel. On entend distinctement la dureté et le sang-froid de Marcus lorsqu'il me profère ses menaces. Immédiatement, sa fondation est placée sous enquête. On commence à se poser des questions sur la gestion des dons. Où est passé l'argent? Combien n'a-t-il pu détourner pour son propre compte? Le lendemain, il est suspendu par son employeur en attendant les résultats de l'enquête. 3 jours plus tard, les médias nationaux s'emparent de l'affaire. On me propose des interviews, j'en accepte quelques-unes, prudemment, et toujours épaulé par Jennifer. Je raconte alors mon histoire. Je montre les vidéos que j'ai enregistrées pour Emma et Tyler. Je ne voulais pas les quitter, dis-je lors d'une interview, la voix brisée. Mais je voulais rester en vie pour eux, un jour. Je voulais qu'ils aient une mère, même si je ne pouvais pas être là à ce moment-là. Peu à peu, l'opinion publique commence à se tourner de mon côté. Les associations qui défendent les victimes de violences conjugales prennent la parole et expliquent combien il est difficile de partir, à quel point le système lâche les victimes et que, poussées à bout, certaines personnes n'ont plus d'autre choix que de prendre des décisions désespérées. Malgré tout, je sais que mes ennuis sont loin d'être terminés. La police veut m'interroger. Je prends un avocat, une véritable pointure que Rachel déniche pour moi, Patricia Chen, spécialiste de la défense des victimes de violences conjugales. Vous allez être mise en examen, m'annonce Patricia sans détour. Sûrement pour escroquerie à cause de la fausse mort, peut-être aussi pour fausse déclaration. Mais nous ferons valoir que vous aviez peur pour votre vie, que vous n'aviez pas d'autre option. On plaidera la clémence. 5 jours après l'explosion du scandale, je me livre aux autorités. J'écope d'une arrestation, poursuite pour fraude à l'assurance. Marcus a, semble-t-il, perçu une prime d'assurance vie et fausse déclaration. L'audience concernant la caution est tendue. Le procureur insiste sur le fait que je représente un risque de fuite, ayant déjà simulé ma mort. Patricia, de son côté, met en avant ma reddition spontanée, mon statut de victime de graves abus, contrainte à l'impossible et l'absence de dangerosité. La juge fixe la caution à 50 000 $ que Rachel s'empresse de payer. Je ressors, bracelet électronique à la cheville et interdiction formelle de quitter l'État. Pendant ce temps-là, Marcus doit affronter ses propres déboires avec la justice. L'enquête sur sa fondation met au jour des malversations. Il utilisait l'argent des dons pour ses dépenses personnelles, restaurants, vêtements de luxe, voitures neuves. Le procureur commence à s'intéresser sérieusement aux accusations de violence. Lisa et Kayla portent plainte. Rachel relate dans le détail ce que je lui ai confié sur tout ce que j'ai subi. Les autorités veulent poursuivre Marcus, mais un problème se pose. La plupart des faits remontent à plus de 3 ans. Le délai de prescription est passé pour certains épisodes. Une infraction subsiste cependant, l'enregistrement illégal. Le jour où Marcus m'a piégé sur ce parking en me menaçant, il a commis un délit, chantage, extorsion. Il est arrêté 2 semaines après la révélation de mon histoire et les médias s'en régalent. Un expert du deuil accusé de faire chanter sa femme disparue, titrent les journaux. Marcus obtient vite la liberté sous caution. Il a encore des moyens et du réseau, mais sa réputation est ruinée, son cabinet le lâche, ses amis disparaissent et la fondation ferme définitivement. En attendant que la situation s'éclaircisse, Emma et Tyler sont provisoirement placés chez mes parents en Arizona. Dès qu'ils apprennent ce qui se passe, mes parents sautent dans le premier avion. Ma mère m'appelle, bouleversée. « Amber, ma chérie, pourquoi tu ne nous as rien dit? On aurait pu t'aider. »« Je sais, maman. » Je souffle. Mais j'avais vraiment trop peur. Je croyais que Marcus allait me tuer si j'essayais de partir. « On va y arriver, tu verras. On est tous ensemble. On va s'en sortir. » Mes parents prennent un avocat pour demander la garde des enfants. Ils font valoir que je suis leur mère, que j'ai agi poussé par le désespoir, mais qu'avant qu'Emma et Tyler reviennent chez moi, il est préférable que je me reconstruise. Les services de protection de l'enfance s'en mêlent à leur tour, enquêtent sur toute la famille, auditionnent Marcus, moi-même, mes parents, Rachel, Dorothy, puis interrogent aussi les professeurs et conseillers scolaires des enfants. Leur psychologue, qui les voit depuis mon décès, apporte un témoignage essentiel. Emma n'arrive pas à surmonter la perte,
Tyler a des troubles du comportement et renouer avec leur mère, mais dans un cadre thérapeutique, leur serait précieux. L'affaire judiciaire s'enlise sur plusieurs mois, entre audiences, dépositions et paperasses interminables. Mon dossier pénal est examiné en premier, Patricia négocie une entente, je plaide coupable pour fausse déclaration et fraude à l'assurance. Mais, compte tenu des circonstances, des violences avérées, de mon passé irréprochable et du fait que j'ai eu le courage de me livrer, je n'écoperai que d'une mise à l'épreuve et de travaux d'intérêt général. Pas de prison. La juge, une femme d'une 60aine d'années, m'adresse un regard empreint de compassion en prononçant la sentence. Madame Mitchell, ce que vous avez fait est grave. Il existe des recours légaux pour fuir une relation violente. Vous auriez dû les solliciter, dit-elle en marquant une pause. Mais je vois aussi que ces recours échouent souvent et que bien des femmes dans votre situation n'ont pas d'issue. J'espère que, par votre témoignage, vous aiderez d'autres femmes à trouver une meilleure voie. Je m'effondre en larmes, soulagé. J'étais convaincu que j'irais en prison. Quant au procès de Marcus, il tourne à la catastrophe pour lui. Il est reconnu coupable de chantage et d'extorsion et fait face à des plaintes aux civils déposées par celles et ceux qui avaient fait des dons à sa fondation en pensant agir pour une bonne cause. Il prend 3 ans de prison ferme et doit rembourser toutes les sommes détournées. Mais le plus important reste la garde des enfants. Lorsque les services sociaux terminent leur enquête, ils préconisent qu'Emma et Tyler me soient rendus, avec le soutien de mes parents. Ils notent que, si j'ai agi de façon extrême, c'est uniquement par peur pour ma vie, que j'ai pleinement collaboré, suivi toutes les démarches thérapeutiques demandées et que je suis stable, capable d'offrir à mes enfants un foyer sûr. Marcus, derrière les barreaux, tente de s'opposer. Son avocat argue que j'ai abandonné les enfants, que je ne suis pas apte et qu'il devrait avoir un droit de garde. Mais le tribunal n'est pas de cet avis. Marcus perd ses droits parentaux en raison de son comportement violent et de la menace qu'il fait peser sur la famille. 6 mois après la sortie de mon histoire, Emma et Tyler rentrent enfin à la maison. J'ai emménagé dans une petite maison dans la banlieue de Denver, toute proche de celle de mes parents qui ont quitté l'Arizona pour venir m'épauler dans cette transition. Dorothy a aussi quitté sa région pour vivre avec moi. Elle loue l'appartement du sous-sol et m'aide avec les enfants quand je travaille. Rachel est là pour les accueillir, tout comme mes parents et Dorothy. Une assistante sociale nous accompagne. Emma a maintenant 8 ans, presque 9. Elle est grande et à mes yeux. Tyler a 6 ans. Il ressemble tellement à Marcus que ça me serre le cœur, mais il a mon sourire. Ils ont tous les deux une mine effrayée. Je m'agenouille à leur hauteur. Je ne cherche pas à les toucher ni à les envahir. « Salut !» je lance, la voix tremblante. Je sais que tout ça est perturbant et que ça fait peur. Je me doute que vous avez 1000 questions. Emma me fixe, les yeux encore rougis par les larmes. « C'est vrai que t'es notre maman ?» « Oui !» je réponds doucement. « C'est bien moi, ta maman. Pourquoi t'es partie ?» murmure Tyler, la voix à peine audible. « J'ai voulu nous protéger tous les 3, j'explique. La seule façon d'y arriver, c'était de m'éloigner un temps. Mais je ne vous ai jamais arrêté d'aimer, pas une seconde. J'ai pensé à vous tous les jours. » Le visage d'Emma se crispe. « Je croyais que t'étais morte. Je sais, ma chérie. Et je suis tellement désolé pour tout ce que tu as vécu, pour tout ce que vous avez traversé à cause de moi. » Tyler éclate en sanglots. Emma aussi. Et moi, je craque à mon tour. L'assistante sociale nous laisse un peu d'intimité. Mes parents observent à distance. Il ne reste plus que nous 3. « Je peux te faire un câlin ?» demande Emma. « Bien sûr. » Je souffle. Elle me serre contre elle de toutes ses forces. Tyler nous rejoint aussitôt. Pour la première fois en 3 ans et demi, j'ai mes enfants dans les bras et j'ai l'impression que mon cœur va exploser, tant la joie et la douleur s'en mêlent. « Vous m'avez tellement manqué !» Je chuchote dans les cheveux d'Emma. « Vous deux, tellement !»« Toi aussi, tu m'as manqué, maman !» répond Emma pendant que Tyler se serre encore plus fort contre moi. On reste longtemps enlacés, sans bouger. Plus tard, ma mère arrive avec des biscuits et du lait. Les enfants sont d'abord un peu réservés, mais elle sait y faire, elle a toujours eu ce don. Dorothy fait le tour des chambres avec Emma et Tyler. Je les laisse décorer comme ils veulent. Emma opte pour du violet sur les murs et une grande bibliothèque. Tyler veut des dinosaures partout. Le soir venu, je les borde comme quand ils étaient petits. « Maman ?» demande Emma alors que j'éteins la lumière. « Oui, mon cœur ? Tu vas repartir ?» Mon cœur se serre de nouveau. « Non, jamais, c'est promis. Mais tu l'avais déjà promis. Quand t'es parti, tu m'as dit qu'on se reverrait bientôt. » Elle a raison. J'avais promis et j'ai failli à ma promesse. « Tu as raison, j'admets, assise au bord de son lit. J'ai promis, puis je ne suis pas revenu tout de suite. Je ne peux pas l'effacer, mais je te jure une chose. Je ne m'en irai plus, sauf si je n'ai vraiment pas d'autre choix. Et cette fois, je te dirai toujours la vérité. Même si c'est une vérité difficile ? Oui, d'accord, souffle-t-elle, pas tranquille pour autant. Je sais que ça ne se regagne pas comme ça, la confiance. Je dis, je vais devoir te la prouver, petit à petit. Mais je serai là chaque jour pour que tu vois que tu peux compter sur moi. Elle réfléchit un moment. On peut regarder les vidéos ? Celles que t'as faites pour nous ? Je retiens mon souffle. Tu sais, pour les vidéos, Mamie m'a dit. Elle m'a expliqué que tu en avais fait avant de partir pour qu'on comprenne. Tu veux les voir ? Elle hoche la tête. Je sors mon ordinateur et on s'installe tous les 3 pour regarder. Sur ces vidéos, j'ai l'air plus jeune, plus inquiète. Mais mon amour pour eux saute aux yeux. Quand je dis à l'écran, je ne cesserai jamais de vous aimer. Je me battrai toujours pour revenir vers vous. Emma tourne vers moi.
Tu es revenu, murmure-t-elle. Oui, je confirme, et je ne partirai plus jamais. Tyler, silencieux jusqu'ici, demande alors. Et papa, il est où? Voilà la question que je redoutais. Papa est là où il doit être en ce moment. Je réponds prudemment. Il a fait de mauvais choix, et maintenant il doit en payer les conséquences. Il t'a fait du mal? Emma ne perd rien. Elle a toujours tout compris. Je ne veux pas mentir, mais je ne veux pas en dire trop non plus. Oui, je réponds simplement. C'est pour ça que j'ai dû partir, pour me protéger et pouvoir revenir auprès de vous. Il va revenir? Bredouille Tyler, le visage inquiet. Non, j'assure, il ne pourra pas. Le tribunal l'a interdit. Ici, vous êtes en sécurité. On l'est tous. L'adaptation est compliquée. Emma fait des cauchemars, Tyler recommence à faire pipi au lit, les deux ont des soucis à l'école. Les notes d'Emma chutent, Tyler se bagarre. On suit tous une thérapie, ensemble et séparément. La psy, le docteur Sandra Rodriguez, est un vrai soutien, très à l'écoute. Tout ça est normal, me dit-elle lors d'une séance. Ils ont vécu un vrai traumatisme. Leur mère est partie, revenue, leur père arrêté, tout leur monde effondré. Il faudra du temps. Combien? Je demande. Le temps qu'il faudra? Ce qui compte, c'est que vous soyez là, présente, constante. Montrez-leur, jour après jour, que vous restez. Alors, c'est ce que je fais. Je suis là. Tous les matins, je prépare les déjeuners, j'aide aux devoirs, j'assiste aux matchs de foot d'Emma, au spectacle de Tyler. Je leur lis des histoires le soir. Je les laisse être en colère contre moi quand il le faut. Un soir, au bout de 2 mois, Emma explose. « Je te déteste !» crie-t-elle. « Tu nous as abandonnés. Tu es parti parce que tu l'as voulu. Ça fait mal, mais je la laisse vider sa colère. Tu as le droit d'en vouloir. » Je dis doucement. Je suis parti. Je ne t'en veux pas d'être en colère. Papa disait que tu nous aimais pas. Il disait que t'avais fui parce qu'on n'était pas assez bien. Mon cœur vole en éclats. Emma, regarde-moi. Ce n'est pas vrai du tout. Je suis parti parce que je vous aime trop fort. Parce que je devais survivre et revenir vers vous. Tu sais, ton père t'a menti sur beaucoup de choses. Et comment je peux être sûr que toi tu ne mens pas? C'est dur à entendre, mais je comprends. Tu ne peux pas juste me croire, pas encore. Mais je vais continuer à dire la vérité, à être là. Un jour, tu sauras. Elle pleure longtemps et je la garde contre moi jusqu'à ce qu'elle se calme. Tyler, lui, exprime sa colère autrement. Plus discret qu'Emma, il casse des objets, fait des crises, refuse de collaborer. Un jour, je le retrouve assis au milieu de ses vêtements tous découpés. Il pleure à chaudes larmes. Je voulais voir si tu partirais, avoue-t-il. Si tu te mettrais en colère et tu partirais, je m'assieds à côté de lui. Tyler, je ne m'en irai pas. Tu peux casser tout ce que tu veux ici. Je ne partirai pas. Tu peux me crier dessus, m'ignorer, me détester. Je resterai, parce que je suis ta mère. Et une mère n'abandonne jamais ses enfants. Mais toi, tu l'as déjà fait, lance-t-il. Tu nous as abandonnés avant. Tu as raison. Je souffle, la gorge nouée. Je l'ai fait, et je le regretterai jusqu'à la fin de mes jours. Mais plus jamais, tu entends? Ça n'arrivera plus. Jamais. Il s'effondre en larmes. Je le serre contre moi et ne le lâche pas jusqu'à ce qu'il s'endorme. Le lendemain matin, il vient m'aider à ramasser les vêtements abîmés, sans même que j'aie besoin de lui demander. Peu à peu, les choses commencent à s'arranger. Après 3 mois, Emma dort enfin d'une traite la nuit. 6 mois passent, et Tyler ne fait plus de crise tous les jours. 1 an après, les notes d'Emma remontent. Tyler, lui, décroche sa place dans l'équipe de foot. Il reste des jours compliqués, c'est vrai, pour nous tous, mais les bons moments prennent clairement le dessus. Je trouve un travail qui me parle. Conseillère dans un foyer d'accueil pour femmes victimes de violences. J'aide d'autres femmes à mettre en place des stratégies pour se protéger. Je partage mon histoire et ça les fait se sentir moins seules. Rachel, ma meilleure amie, passe souvent à la maison. Elle est mon rock. Emma et Tyler l'adorent et l'appellent Tata Rachel. Dorothy, elle, c'est comme une mamie pour eux. Elle apprend à Emma à tricoter et donne un coup de main à Tyler pour ses expériences scientifiques. On forme une vraie famille. Mes parents habitent à 2 pas, toujours là pour nous. Ils emmènent les enfants un week-end sur 2, ce qui me donne un peu de souffle. Maman montre à Emma comment préparer des gâteaux. Papa emmène Tyler pêcher. Petit à petit, on construit notre vie. Rien qu'à nous. 2 ans plus tard, Marcus sort de prison pour bonne conduite. Je reçois une notification. Les jours qui suivent, je suis sur mes gardes, mais il n'y a aucun signe. 1 semaine après sa sortie, je reçois une lettre de lui. Ma première envie, c'est de la jeter, puis je cède à la curiosité. Quelques mots seulement. Amber, ces 2 années m'ont servi à réfléchir à tout ce que j'ai fait. À toi, à Emma, à Tyler, à tous ceux que j'ai blessés. Je ne demande pas pardon, je ne le mérite pas. Je veux juste que tu saches que je suis vraiment désolé. Je renonce à tous mes droits. Je quitte Chicago. Je recommence ailleurs. Je ne viendrai plus perturber ta vie, ni celle des enfants. Prends soin d'eux. Dis-leur que je regrette. Marcus. Je montre la lettre à Patricia, mon avocate, qui confirme. Marcus a officiellement abandonné tout droit. Il n'a plus aucun recours concernant Emma et Tyler. Et vous, comment vous sentez-vous? Me demande Patricia. Je ne sais pas. Je lui avoue franchement. Une partie de moi reste méfiante. Une autre voudrait croire qu'il est sincère. Finalement, j'espère juste qu'il dit vrai, non pas pour lui, mais pour toutes les personnes qu'il pourrait encore blesser autrement. Je comprends, dit-elle simplement. Je ne parle pas tout de suite de cette lettre à Emma et Tyler. Peut-être un jour, peut-être jamais. Certaines choses n'ont pas besoin d'être dites. Quelques semaines passent, et Lisa, l'une des femmes qui a témoigné contre Marcus, m'appelle.
On a gardé contact, unis par ce qu'on a traversé. Je voulais te dire quelque chose, commence-t-elle. J'ai croisé Marcus, il bosse dans un magasin de bricolage au Nevada. Il vit dans un petit studio, il a l'air de vraiment vouloir se faire discret. Tant mieux, je réponds. Et pour une fois, je le pense vraiment. Pas pour lui, pour toutes celles qu'il aurait pu blesser. Et les enfants, comment vont-ils ? Me demande Lisa. Ils vont bien. Emma va beaucoup mieux avec la thérapie. Tyler s'épanouit. On va bien, je lui assure. Je suis vraiment heureuse pour toi, répond-elle. Tu l'as bien mérité. 2 ans après qu'Emma et Tyler soient revenus dans ma vie, il se passe quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Emma débarque avec un devoir à faire. Elle doit écrire sur son héros. Je peux écrire sur toi ? Me demande-t-elle timidement. Je suis prise de court. Sur moi ? Pourquoi ? Parce que tu es la personne la plus courageuse que je connaisse. Tu t'es sauvée toute seule, puis tu nous as sauvés, Tyler et moi. Évidemment, je fonds en larmes, mais cette fois c'est de bonheur. Elle écrit un texte magnifique sur le courage, la résilience, sur ce que ça représente de se battre pour ceux qu'on aime. À la fin, elle dit « Ma mère est mon héroïne, car elle m'a appris que parfois, le courage c'est d'affronter ses peurs. Parfois, il faut partir pour revenir plus forte. Avant, j'étais en colère contre elle parce qu'elle était partie, mais aujourd'hui, je comprends qu'elle l'a fait par amour, et qu'elle est revenue parce qu'elle nous aimait plus encore. Son texte remporte un prix. Au moment de la remise, Emma me demande de me lever. Elle prend le micro et dit « Je veux dédier ce prix à ma maman, qui m'a appris que survivre, ce n'est qu'un début. Ce qui importe, c'est ce qu'on fait après. » Les applaudissements fusent. Tyler siffle, Rachel pleure. Ma mère me serre la main si fort. Je reste debout, fier, à regarder ma fille briller. Et je repense à tout le chemin parcouru, de cette nuit sur le balcon jusqu'à ce moment. De la peur, on est passé à l'espoir, et on s'est reconstruit. Est-ce que tout ça en valait la peine ? Toutes ces souffrances, ces sacrifices, ces années loin d'eux. Je regarde Emma, Tyler, et la vie qu'on s'est inventée. Oui, 1000 fois oui. La vérité, c'est que j'ai survécu. Que nous, on a survécu. Mais mieux encore, on rayonne. Après la cérémonie, on va s'offrir une glace. C'est notre rituel. À chaque bonne nouvelle, on célèbre avec une glace. « Maman » demande Tyler, la bouche pleine de morceaux de chocolat. « Tu regrettes parfois ce que tu as fait ?» C'est une question qu'il me pose encore de temps en temps. Et je sais qu'il reviendra dessus plus d'une fois. « Je regrette surtout d'avoir dû le faire », je réponds. « Je regrette le temps qu'on a perdu. Je regrette que ton père nous ait forcés dans cette situation. Mais est-ce que je regrette d'avoir choisi de survivre ? Jamais. Parce que survivre, ça m'a permis de revenir vers vous. » Il réfléchit un instant, puis acquiesce. « Je suis content que tu sois revenu. Moi aussi, mon amour. » Emma enchaîne sur le lycée qui commence bientôt avec toutes les incertitudes d'une ado. Tyler parle de tenter sa chance pour la pièce de théâtre. À ce moment-là, on n'est qu'une famille parmi d'autres, réunis autour d'une glace. Et c'est tout ce dont j'ai toujours rêvé. Plus tard, ce soir-là, une fois les enfants endormis, je m'installe dans ma chambre et je ressors la boîte où j'ai gardé toutes les lettres que je leur ai écrites au fil des ans, sans jamais réussir à les leur envoyer. J'en relis quelques-unes. Elles débordent d'amour, de manque et de cet espoir tenace qu'un jour, je pourrai leur remettre ces mots, qu'ils comprendront. Je me dis que je vais leur offrir la boîte pour leurs prochains anniversaires, pas toutes les lettres d'un coup. Ce serait trop, mais pourquoi pas, une par an, pour leur faire entrevoir ce que j'ai ressenti pendant tout ce temps loin d'eux. Je me saisis aussi de mon journal, que j'ai commencé la nuit où tout a basculé, comme une tentative de garder un fil à travers le chaos. J'y écris, aujourd'hui, Emma a gagné un prix et m'a appelé son héroïne. Tyler m'a demandé si je regrettais d'être parti, et je lui ai dit la vérité. On va mieux, tous ensemble. Il y a encore des jours compliqués, mais ils se font plus rares. Parfois, je repense à Marcus. Je me demande s'il a réellement changé. Mais la plupart du temps, il ne me vient même plus à l'esprit. Il n'a plus de place dans notre histoire. Les seules histoires qui comptent dorénavant, ce sont celles qu'on construit ensemble. Des histoires de guérison, de famille, de seconde chance. Je ferme mon carnet et me prépare à aller dormir. Le lendemain, c'est dimanche. Et chacun prend naturellement sa place dans notre petite routine. Pancake pour le petit déjeuner, Emma file à son entraînement de foot, Tyler retrouve un copain, et moi, je prends un café avec Rachel. Mais avant tout ça, on se retrouve tous à la table de la cuisine. Emma fait rire tout le monde avec ses plaisanteries, Tyler dévoile un dessin, je fais sauter les pancakes tout en faisant mine d'ignorer qu'il glisse en douce quelques pépites de chocolat dans la pâte. Dorothy, la voisine d'en dessous, nous rejoint. Elle est devenue un pilier de notre famille. « Tu sais ce que je viens de réaliser ?» dit-elle en sirotant son café. « Quoi ?» je demande. « Qu'on est tous des survivants ici. Chacun a traversé des tempêtes, mais on ne s'est pas juste relevé, on s'est trouvé, et on a réussi à faire quelque chose de beau de toute cette souffrance. » Elle a tellement raison. Cette famille-là n'a rien d'ordinaire. Elle s'est construite sur les ruines, mais elle est solide et elle nous appartient. « À la survie et à la reconstruction !» s'exclame Rachel, levant sa tasse. On lève tous nos verres, les enfants trinquent au jus d'orange et au pain grillé, et on répète en chœur « À la survie et à la reconstruction !» 3 ans passent encore. Emma a maintenant 17 ans, Tyler 13. Le temps, la thérapie, la stabilité et l'amour ont fait leur œuvre. On va mieux. Emma prépare son dossier d'inscription à l'université. Elle rêve d'étudier la psychologie, influencée par son parcours en thérapie. Elle a d'excellentes notes.
Elle préside le club de débat et a déjà reçu plusieurs réponses positives. Tyler, lui, est en 4e, toujours passionné de théâtre mais aussi de cuisine, au point d'espérer intégrer une école spécialisée après le lycée. Ce sont de bons enfants, épanouis, entourés d'amis, pris dans leurs petites disputes du quotidien, comme savoir à qui incombera la vaisselle. Ils ont repris contact avec leur père, d'une certaine manière. Il y a 2 ans, Marcus est passé par des avocats pour leur proposer de leur écrire des lettres, sans demander à les voir. Il savait que ce serait refusé, simplement des mots de temps en temps. J'étais hésitante, tout comme Patricia ou le Dr Rodriguez, mais Emma et Tyler étaient assez grands pour décider. « Qu'en pensez-vous » je leur ai demandé. Emma hésitait. Je ne sais pas si j'ai envie de lui répondre. Tyler, plus curieux, moi j'aimerais bien voir ce qu'il pourrait dire. Finalement, on a accepté, en posant des règles claires. Marcus pouvait écrire quelques fois par an, les lettres passeraient par mois, et au moindre souci, on arrêtait tout. La première lettre est arrivée 3 mois après, adressée aux 2 enfants. Il y présentait ses excuses, disait entamer une thérapie et tenter de comprendre ses actes, ne réclamait pas de pardon, mais voulait leur faire savoir ses efforts pour changer. Emma l'a lu sans donner de suite. Tyler a répondu par une courte lettre polie. Au fil du temps, Tyler échange de temps à autre avec son père. Emma, non, et c'est très bien ainsi. Chacun choisit la relation qu'il veut avoir avec lui. Pour ma part, je n'ai jamais eu envie d'écrire à Marcus. Ce chapitre pour moi est clos. Un après-midi, Emma rentre du lycée, l'air pensive. Maman, on peut discuter? On s'installe toutes les 2 sur le canapé. Tyler est chez un ami. Je réfléchis à la fac et à ce que j'aimerais vraiment faire, glisse-t-elle. La psychologie? Oui, mais en fait, plus précisément, je voudrais travailler sur les questions de traumatisme et de résilience. J'ai envie d'aider des enfants qui sont passés par ce genre d'épreuves, pour leur montrer que leur passé ne les définit pas. Mes yeux se brouillent. C'est magnifique, Emma. J'aimerais aussi écrire un jour sur ce que nous avons vécu. Je pense que notre histoire pourrait aider d'autres personnes. Tu ne dois rien à personne, tu sais, je lui rappelle. Je sais, mais j'en ai envie. Je voudrais que d'autres enfants sachent qu'ils ne sont pas seuls. Que même si c'est difficile, ça peut aller mieux. Je la serre fort contre moi. Tu es incroyable. J'ai eu le plus bel exemple. Elle me regarde avec un sourire. Quelques heures plus tard, au dîner, Emma annonce « J'ai choisi mon université. Ce sera Denver. » Tyler lève la tête de son assiette. « Mais tu ne voulais pas partir en Californie ?» J'y ai pensé. Mais finalement, l'idée de rester près de vous me rassure. Et puis, Denver a un excellent cursus en psychologie. Et je pourrais continuer à rentrer le dimanche pour les pancakes. Tyler rit. Heureusement, il faut bien que quelqu'un surveille que maman ne les fasse pas cramer. « Hé !» je proteste en plaisantant. Je me suis nettement amélioré. On termine le repas, puis on regarde un film ensemble comme tant de dimanches ordinaires. Plus tard, une fois les enfants couchés, je filme installé dans le jardin avec une tasse de thé. La nuit est douce. Les grillons chantent au loin. Rachel vient me rejoindre comme souvent en soirée. « Alors, comment tu te sens ?» me demande-t-elle en s'asseyant à mes côtés. « Bien, vraiment, tout va bien. » Emma m'a parlé de son choix d'université. Elle veut rester près de nous. J'explique. J'essaie de ne pas trop le montrer parce que je ne veux pas qu'elle pense qu'elle doit rester pour moi. Elle ne le fait pas pour toi, rétorque Rachel. Elle reste parce qu'elle en a envie. Elle s'est construit une vie ici. Elle est heureuse. Je sais, dis-je. Mais parfois, j'ai du mal à y croire. On s'en est sorti. On va vraiment bien. Tu fais bien plus qu'aller bien, insiste Rachel. Tu t'épanouis. Et elle a raison. Oui, on s'épanouit. Je repense à la femme que j'étais. Celle qui se tenait sur ce balcon, persuadée qu'elle allait mourir. Celle qui s'est enfuie en pleine nuit, certaine de ne jamais revoir ses enfants. Je pense à toutes ces années passées dans le Montana, le chagrin, la culpabilité, cette peur permanente. Et puis je reviens à maintenant, à Emma qui se prépare doucement à partir de la maison, à Tyler qui trouve sa voie, aux pancakes du dimanche, au match de foot, à cette vie belle, simple, normale. On a survécu, ensemble. Et on n'a pas fait que survivre, on a bâti autre chose, mieux. Des nouvelles de Marcus ? Demande Rachel. Non, je réponds. Parfois, il écrit aux enfants, mais je ne lis pas ses lettres. Je n'en ai pas envie. Cette partie de ma vie est révolue. Tu crois qu'il a vraiment changé ? Aucune idée, je réponds franchement. Peut-être, peut-être pas. Mais au fond, ça n'a plus d'importance. Il ne peut plus rien contre moi. Il ne peut plus me blesser, ni nuire aux enfants. C'est tout ce qui compte. Rachel acquiesce. Tu sais, la première fois que je t'ai aidé à t'enfuir, je me suis vraiment demandé si on faisait le bon choix. J'avais l'impression qu'on était folles, que c'était trop risqué. Et aujourd'hui, je vois Emma et Tyler. Je les vois heureux, en pleine forme, et je sais qu'on a bien fait. Ce n'était sûrement pas la solution classique, peut-être pas la plus légale, mais c'était la bonne. On reste là, un moment à profiter de la douceur de la soirée, dans un silence complice. Je vais me marier, lance Rachel tout à coup. Je me tourne vers elle, stupéfaite. Quoi ? Quand ? Avec qui ? Elle se marre. Elle s'appelle Michelle. On est ensemble depuis 6 mois. Je l'ai demandé en mariage la semaine dernière. Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt ? Elle sourit. Je voulais te le dire en face. Et puis, j'ai une question à te poser. Tu veux être ma témoin ? Évidemment. Je la serre fort dans mes bras. Je suis tellement heureuse pour toi. Les enfants participeront aussi à la cérémonie si ça te va. Ils vont adorer. On commence déjà à parler du mariage. Ce sera simple et intime. Juste les proches, la famille et les amis.
Rachel veut le célébrer cet automne, ici, au Colorado. En discutant fleurs, musique, liste d'invités, je réalise à quel point tout a changé, comme notre vie est devenue méconnaissable. Rachel m'a littéralement sauvé, et aujourd'hui elle ouvre un nouveau chapitre, tout comme chacun de nous. Quelques mois plus tard, un après-midi d'octobre radieux et frais, Rachel se marie. Emma et Tyler sont de la fête. Emma porte une robe bordeaux, un joli bouquet de tournesol à la main. Tyler, tout élégant, promène le chien de Rachel dans l'allée, chargé des alliances, ce qui lui va si bien. La cérémonie est magnifique, pleine de simplicité et d'émotion. Quand Rachel et Michel se disent leurs vœux, personne ne retient ses larmes. À la réception, Emma prononce un toast. « Tata Rachel fait partie de notre famille depuis toujours », dit-elle. C'est elle qui a aidé maman quand elle en avait le plus besoin, celle qui n'a jamais cessé de croire en nous. Aujourd'hui, elle a trouvé quelqu'un qui la rend heureuse comme elle a su nous rendre heureux. Michel, bienvenue dans la famille, mais fais attention, on n'est pas toujours faciles à gérer. Tout le monde éclate de rire. Michel répond par un baiser à Emma. Plus tard, alors que je danse avec Tyler, il me confie « Maman, je suis content que tout se soit passé comme ça. Comme quoi, qu'on soit tous ensemble, heureux. Tu sais, ça n'a pas toujours été facile, mais aujourd'hui on en est là. Je le serre contre moi. Moi aussi, mon grand. Je suis tellement fier de nous. Je regarde autour de moi. Emma qui rigole avec Tyler, Rachel et Michel qui dansent, mes parents en pleine discussion avec Dorothy. Tous ces visages que j'aime réunis là, et je ressens une paix que je n'avais plus connue depuis si longtemps. Oh, on a encore nos soucis. Emma stresse pour son dossier à la fac, Tyler traverse les petites tempêtes du collège, et moi, il y a toujours des jours où les souvenirs remontent à la surface. Mais il y a aussi la joie et l'amour. On est là les uns pour les autres, et ça, c'est ce qui compte le plus. L'histoire ne s'arrête pas là. En réalité, elles ne finissent jamais vraiment. Les histoires, elles continuent autrement. Emma partira à la fac, Tyler finira le lycée. Je poursuivrai mon travail au foyer pour aider d'autres femmes à s'en sortir. Il y aura encore des galères, des doutes, d'autres épreuves, mais aussi des victoires à savourer, des moments à fêter et tant d'instants simples et beaux à partager. Parce que c'est ça la vie. On survit, on pense ses plaies, on avance et on ne lâche rien, ni soi, ni les autres. Plus jamais. À la fin de la soirée, alors qu'on s'embrasse pour se dire au revoir, Emma me rejoint. « C'était une journée magnifique », dit-elle. « Oui, vraiment », je réponds. « Tu sais, j'ai longtemps été en colère contre toi », admet-elle. « Pour être partie, pour toutes ces choses que tu as ratées. Mon cœur se serre, je sais. Mais aujourd'hui, je comprends, enchaîne-t-elle. Si tu es partie, c'est pour pouvoir revenir. Si on a cette vie, cette famille, c'est parce que tu as eu la force de tout recommencer. Elle me serre dans ses bras. Je t'aime, maman. Moi aussi, Emma, plus que tout. Et là, je le sens. On va s'en sortir. On l'est déjà.